La curiosité noble nous a conduit hors du cadre habituel pour vous présenter et nous entretenir avec une personne modèle dont un pan de l'histoire de sa vie constituera certainement une source de motivation, d'inspiration pour plus d'un. Jeune femme ivoirienne âgée de 26 ans, vivant dans la cité balnéaire de Grand-Bassam, notre hôte est titulaire d'un double master en management, marketing et développement des affaires obtenu en France. Passionnée de cuisine depuis sa tendre enfance, elle a ouvert un restaurant spécialisé dans les crêpes depuis septembre 2019. Au-delà de la cuisine, elle accompagne les entrepreneurs à implémenter et à consolider leurs projets. Soraya Koulibaly est celle qui a accepté de s'ouvrir à nous. Bonjour Soraya. Bonjour Myriam. Alors merci déjà de nous recevoir au sein même de votre entreprise. Dans quelques instants, le creuset de votre histoire, mais pas avant le jingle. Soraya, que vous rappellent les sœurs Notre-Dame de la Paix de Mossou et du Plateau, les sœurs de la communauté Saint-François-Xavier du lycée Sainte-Marie de Cocody? Tout à fait. Beaucoup de joie déjà, beaucoup de dons de soi parce qu'elles nous ont appris énormément de choses. Beaucoup de rigueur aussi, de discipline. J'imagine. Voilà, ça nous a parfois pas fait rire, mais avec du recul, on est très contente, très reconnaissante d'avoir pu bénéficier de leur présence. Entre filles, surtout, les surnoms ne manquaient pas. Effectivement, ça. Et nous nous situons dans quelle année? On peut dire que j'ai commencé donc, le primaire ici à Bassam. Entre 97 et 98, donc petite école, CP jusqu'au CM2. Et puis j'ai rejoint le Plateau en 2004 pour le collège. Et puis Sainte-Marie en 2008 pour le lycée. Des souvenirs assez particuliers? Ah, des souvenirs particuliers. L'école de Mossou, par exemple, c'est mon souvenir le plus. C'est une Madeleine de Proust, quoi. Il y a tout qui remonte. C'est vraiment les premières années. C'est vrai que les parents nous accompagnent, mais déjà, on commence à faire ses armes. Donc on est demi-pensionnaire à l'internat. On apprend à se faire une petite place au sein des autres. Et puis, pour la petite histoire, moi, j'avais les cheveux très longs, par exemple. Donc, toutes mes copines me jalousaient. Donc, il fallait s'intégrer parce que les internes, par exemple, elles avaient les cheveux courts. Et puis, toi, tu arrives, tu as tes cheveux longs. Donc, des petites anecdotes comme ça. Mais ça nous a appris, on va dire, malgré les différences, à vivre ensemble. C'est très bien. Quel genre d'élève étiez-vous? Modèle. Élève modèle, chouchou des professeurs. J'étais très curieuse en fait. Donc, c'est-à-dire quand je rentrais à la maison, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller dans mes cahiers, de trouver d'autres moyens de faire les choses, d'autres moyens de comprendre les choses. Et surtout poser des questions en classe. Oh, ça c'était mon travail. J'adorais poser des questions pour mieux comprendre. En tout cas, j'ai aimé l'école, mais je pense que c'est parce que j'ai eu de bons enseignants aussi. Donc, élève curieuse, brillante. Quelle était la matière favorite? Au primaire, les mathématiques. Les mathématiques, j'excellais en mathématiques. Calcul rapide, calcul mental, ça c'était mon truc, vraiment. Au collège, les sciences naturelles. J'ai beaucoup aimé les sciences naturelles. Après l'anglais, j'ai découvert l'anglais. Et puis au lycée, les sciences physiques. D'accord. Au-delà de la formation intellectuelle, que vous a apporté cette étape de votre cursus scolaire? Aux côtés des sœurs, Notre-Dame de la Paix, celle de Saint-François-Xavier. Tout à fait, tout à fait. Chacune a son histoire particulière. Donc les sœurs Notre-Dame de la Paix de Mossou, ça a vraiment été le chant. Parce que c'est là que j'ai commencé à chanter en chorale. Et on était excités, je me souviens quand les sœurs nous ont dit on va faire quelque chose d'un peu différent, c'est bien les cahiers mais il faut faire autre chose. Et elles ont mis sur pied la chorale, on a commencé à faire les répétitions. Ah, on était vraiment contentes. Au collège, j'ai découvert à Notre-Dame du Plateau, donc j'ai poursuivi avec la chorale, mais j'ai découvert aussi la cuisine. Donc on a eu des sœurs qui ont eu l'idée de nous faire des ateliers de cuisine.
faut dire qu'à l'internat, on n'a pas la télévision, par exemple. Hein, donc, moi, je ne regarde pratiquement pas la télé aujourd'hui. Donc, il fallait trouver des activités pour nous occuper. Et vraiment, c'était extraordinaire. On était contente de voir qu'on pouvait faire des choses aussi différentes. Et puis, finalement, quand j'ai rejoint Sainte-Marie, Sainte-Marie, on peut dire que c'était peut-être une étape de, je ne sais pas si on dit mûrissement, mais en tout cas de maturité. De maturité parce que à Sainte-Marie, j'ai pris plus de responsabilités. Donc, par exemple, j'étais super déléguée de mon lycée quand j'étais à Sainte-Marie. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment porter la voix des autres, être à l'écoute des autres, représenter les autres, rédiger des discours. Donc, c'est toutes des compétences, on peut dire, extra-scolaires, on va dire, mais qui servent finalement, qui m'ont servi, en tout cas quand je suis partie à l'étranger. On va dire des expériences qui se valent, qui se complètent au fil des années. Tout à fait. Très bien. Après l'obtention d'un baccalauréat en sciences, ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, vous avez poursuivi les études supérieures en France. Effectivement. Nous allons chercher à savoir s'il s'agissait du choix des parents ou encore une volonté personnelle. Alors, les parents, à l'origine, les parents avaient leur idée. Donc, leur idée, c'était que je suive la voie de maman, qui est dans le domaine des sciences médicales. Et moi, quand j'ai commencé à arriver au lycée, bon, il y avait les sciences naturelles, je m'y intéressais moins. J'avais soif d'autre chose. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, l'économie, pourquoi pas? Parce que c'était un sujet que je ne connaissais pas. Et comme je disais, comme je suis curieuse, je me suis dit, ici, il y a quelque chose de curieux, ça va me motiver à aller au bout de mes études. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en faculté d'économie les 3 premières années à Grenoble. Donc, l'intention était déjà présente ici même en Côte d'Ivoire. Oui, l'intention était déjà présente, oui. Oui, curiosité peut-être dans les livres, sur Internet. Mais est-ce que vous avez également eu l'appui des conseillers d'orientation? Dans les lycées d'excellence, dans les lycées en général, cela existe. Des personnes qui suivent un peu les élèves, qu'est-ce que vous voulez faire, on leur trace un plan et tout ça. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Moi, ça n'a pas. Alors, il y a eu cet accompagnement-là, donc il y a eu la possibilité de se faire accompagner, de poser des questions. J'étais très curieuse, donc les journées de carrière professionnelle, comme on les appelle, je les faisais, on regardait. Mais c'est vrai qu'il y avait une tendance à orienter peut-être tout le monde vers les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire soit la médecine, soit le droit, soit la mécanique. Tout était très tranché. Et moi, j'ai simplement l'impression que j'ai fait la découverte de l'économie à travers des recherches sur Internet. Et je me suis dit, l'économie, pourquoi pas? Et c'est vrai que le choix de la ville aussi était influencé parce que j'avais déjà, je connaissais déjà quelqu'un là-bas, j'avais déjà de la famille là-bas. Donc, l'un dans l'autre, l'université se trouvait à un endroit où j'avais de la famille pour me soutenir. Donc l'insertion n'a pas été difficile? L'insertion a été relativement facile, mais comme j'aime dire, en rétrospective. Mais sur le moment, j'ai eu des personnes pour m'accompagner, mais le quotidien n'a pas été évident. D'accord. Voilà. Au niveau même de la gastronomie, changement de climat, alors, tout ça, au niveau de la gastronomie, ça s'est fait facilement? Non, ça s'est pas fait facilement. Au niveau de la gastronomie, déjà, j'aimais déjà la cuisine. Et puis, à la maison, on mangeait très varié. Et ça nous arrivait très souvent. Ma mère cuisinait beaucoup. Donc, j'avais pas de difficulté et ça m'amusait même. Je découvrais de nouveaux légumes. Allez, je me cuisinais un petit poireau. C'était nouveau, puis j'aime la découverte. Au niveau du climat, c'était très dur parce que l'année où je suis arrivée, on a eu l'hiver le plus froid. Et c'était très difficile. Grenoble, c'est une région où il fait très très froid. Donc ça, c'était compliqué. Et puis, il y a le mal du pays, tes parents te manquent, il y a des périodes où les amis, les copines. Mais je me suis quand même fait des amis, des copines assez rapidement. L'internat aidant parce que j'étais habituée à être avec les filles. Et on est resté proches jusqu'aujourd'hui en fait. Alors, paraît-il qu'en Europe, les études ne suffisent quasiment pas pour les jeunes gens, surtout qui viennent de l'Afrique. En plus des études, il faut allier également des activités annexes rémunératrices. Cela a été le cas pour vous? Oui, alors c'est vrai que pour certaines personnes, il faut effectivement travailler pour joindre les deux bouts. J'ai eu une grâce, c'était pas le cas en fait pour moi, je n'avais pas l'obligation de travailler. Mais j'étais fascinée par les personnes qui travaillaient parce que je disais, ah, elles vont à l'école et puis à côté de ça, elles travaillent, ça me fascinait. Et je me souviens, ma mère m'avait interdit de travailler. C'était, faut aller à l'école, on t'envoyait pour aller à l'école. Voilà, c'est pour cela que tu es partie. Donc, débrouille-toi, fais en sorte que ça fonctionne. Et puis, petit à petit, il a commencé à avoir des opportunités sur le campus. Donc, il fallait, par exemple, aider les nouveaux venus à s'intégrer. Donc, c'est des petits jobs qui étaient rémunérés à 7 €, 8 € de l'heure.
Et je disais, bah, c'est pas mauvais, c'est sur le campus, ça reste dans le cadre des études. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à donner des cours, j'ai commencé à enseigner. Donc c'est vrai que les boulots, on peut dire que j'ai fait, sont quand même restés dans le cadre académique. D'accord, d'accord. Donc c'était plus facile pour moi. Mais je connais des personnes pour qui c'était beaucoup Vraiment plus pour des difficile. raisons pécuniaires en fait. Mais on y reviendra après parce que c'est aussi à ce moment-là que mon parcours entrepreneurial a commencé. Parce que j'ai commencé à, quand je venais les vacances, je faisais des crêpes ici, par exemple, que je vendais, je me promenais pour les vendre. Et puis je prenais mon bénéfice pour acheter des petites œuvres artisanales, des œuvres d'art, parce que j'aime beaucoup l'art, que je partais revendre en France. Et ça me permettait d'avoir des petits revenus, de ne pas appeler maman toujours. Et voilà. On va y revenir. On va y revenir. Vous décrochez une licence en économie et gestion avant de poursuivre un master 1 en analyse financière. Aussi, vous acquérez plusieurs expériences professionnelles et vous achevez votre formation en France par un double master en management, marketing et développement des affaires. Puis vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire, sur votre terre natale. Après combien d'années? Après 7 ans. Après 7 ans. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est l'origine, c'est de là que tout est parti. Et en réalité, quand je partais à l'époque, je disais que moi je voulais partir pour revenir construire mon pays. Ça ressemble à une phrase toute faite qu'on entend, mais c'était cette vision-là que j'avais, en tout cas cette vision-là que j'avais reçue. Et je me suis dit, au cours de mes années là-bas, je vais revenir à chaque fois faire mes stages de première année, deuxième année, troisième année. Donc très tôt, j'ai commencé à faire des stages ici. Je travaillais au plateau, donc j'essayais de m'orienter par rapport aux matières que j'aimais, tout ça. Et chaque fois que je revenais, je faisais des découvertes. Et c'est en 2015, je peux dire en particulier que j'ai fait une découverte professionnelle. En tout cas, j'ai eu une rencontre professionnelle qui a peut-être tout bouleversé. Qui a bouleversé. Tout bouleversé. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pour une agence de notation financière de la place. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est des Ivoiriens qui font ça, c'est professionnel, c'est bien. Et il y avait un nouveau style de management, on parlait de management et puis de travail, on parlait de coworking space, d'open space, donc tout le monde travaille dans le même. Je trouvais ça extra, j'étais émerveillée. Je me suis dit, mais on peut faire des choses comme ça ici aussi. Et par exemple, en France, c'était aussi nouveau et on ne voyait pas ça partout. Donc même les entreprises dans lesquelles je faisais des stages, j'ai fini par faire des stages en France, n'adoptaient pas nécessairement ce style de management. Et j'ai dit, mais moi, il faut que je vienne aussi faire quelque chose, il faut que je rentre tôt ou tard. Et ça s'est poursuivi un petit peu plus tard, en 2017, où là, l'envie de rentrer a commencé à devenir un mal physique, en fait. J'ai commencé à avoir mal au dos. À ce point. Oui, et je ne comprenais pas au début. Je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai commencé à travailler en France, en fait, que ça a commencé. Ma première expérience professionnelle. Je devais faire 6 mois. Au bout de 3 mois, je ne peux plus sortir du lit. Je ne peux pas descendre du lit. Je ne peux pas marcher. Je suis pratiquement paralysée, en fait. Et au début, je me dis, peut-être que je suis malade, peut-être que j'ai quelque chose. Donc, on fait des analyses et on ne trouve rien. À ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi? Et j'avais qu'une envie, c'était venir en Côte d'Ivoire. C'était en année de césure, donc je devais terminer mes expériences professionnelles. Je dis venir en Côte d'Ivoire et j'ai dit pourquoi pas travailler dans l'art. J'ai bien envie de travailler dans l'art. On est à Bassam, il y a l'artisanat, il y a l'art. Et puis je me rapprochais de la mairie de Bassam, par exemple, pour faire un stage au service socioculturel. C'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, mon retour. Et j'ai fait ça, j'ai rencontré ceux qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir le matériel que j'ai dans mon restaurant. C'est en 2017 que toutes les rencontres décisives, on va dire, après cette première rencontre professionnelle de 2015, là, c'est en 2017 que ces rencontres décisives se sont faites. Et puis finalement, en 2019, c'était le grand retour. C'était le BIM d'après C'était le BIM, les Ivoiriens. c'était le grand retour. D'accord, donc pour dire que tout cela s'est préparé. Exactement. Déjà en Europe, on avait l'idée qui taraudait l'esprit, Tout à fait. un projet qui Tout à taraudait fait. l'esprit et tout à ça. fait. Alors déjà, elle se sentait parmi les bâtisseurs de son pays. Hein. Déjà, Déjà. ça, vraiment, c'est... Je ne saurais l'expliquer moi-même. C'est peut-être ce qu'on appelle la main de Dieu. Hein. Et souvent, quand c'est comme ça, on dit on ne comprend pas. Tout le monde dit, mais toutes ces opportunités. Et les gens disent, mais tu laisses tout ça. Il dit, mais il laisse quoi en fait? Moi, ma question c'était ça, mais qu'est-ce que je laisse? Je ne comprends pas. Il faut se sentir bien. Voilà, bien je dis, faire les choses aussi. on parle peut-être de matériel, de situation professionnelle. Les situations évoluent selon le temps, selon les années, selon les saisons, selon ce que Dieu décide. Donc pour moi, c'était le temps de rentrer. J'ai dit, je Et rentre. comment ce choix a-t-il été perçu par les parents? Oh, les parents ont eu très peur.
très très peur. Oh, ma mère elle ne voulait même pas que je vienne. Mon papa, bon, il m'écoute beaucoup, donc il ne se prononçait pas particulièrement. Mais les parents ont eu peur parce qu'ils ont dit, mais sécuritairement ici chez nous, on a un peu peur, c'est compliqué, notre pays là, c'est... J'ai dit, mais c'est notre pays, nous tous on va mourir si on doit mourir. Ce qui est chez moi, je dois rentrer à la maison. Et finalement, ils ont accepté parce qu'ils ont vu que je me sentais vraiment mal. En fait, je ne parvenais plus à aller travailler. C'était à ce point-là, en fait. Donc, j'avais le sentiment que je n'avais plus le choix. Mais c'était positif. C'est-à-dire, je ne me sentais pas bloquée. Ah, je suis malheureuse, il faut que je rentre. J'aurais bien voulu rester. Non, j'avais vraiment envie de rentrer aussi. D'accord. Donc, on rentre, aucun regret. Aucun regret. Aucun regret, vraiment. Vous rentrez, vous ouvrez un restaurant spécialisé dans les crêpes en septembre 2019. En général, on se dit gros diplôme, grande entreprise. Donc, quand on revient au pays, on se dit, bon, je vais tout faire pour intégrer une grosse entreprise de la place. Et en général, même tout le monde aime communiquer. Les jeunes gens venant de l'Europe viennent voir une structure, enfin, elle soit une structure de communication. Mais pourquoi Soraya, elle décide de faire dans la restauration? Les copines, bon, excusez-moi un peu pour le langage relâché que je vais prendre. Soraya aussi. Elle est partie en France jusqu'à elle est venue faire ça. Elle est venue faire, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui a motivé le choix de même pour aborder dans votre séance, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si c'était pour ouvrir un restaurant, il ne fallait pas aller faire tout ça là. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ça m'a semblé naturel. C'est un projet que j'avais déjà à cœur. Je pense que j'en ai parlé à ma mère peut-être 2 ou 3 ans avant. Parce que, avant le voyage? Avant le retour. Voilà, en étant déjà à l'étranger, quand je venais en vacances. Parce qu'il faut dire que les crêpes, j'ai commencé officieusement, on va dire en 2014. Mais en fait, j'ai commencé depuis que j'ai 8 ans à faire des crêpes. C'était ça à la maison. Il y a une histoire particulière? Oui, une cuisine histoire. Des Antilles. Exactement. Il y a une histoire particulière qui est que nous, on aimait bien des fois. On étudie, c'est bien, mais on aime bien sortir, aller jouer avec les camarades du quartier. Et les parents, des fois, ils disent non, reste à la maison. Donc un jour, je viens, je dis maman, je veux sortir. On va sortir, aller s'amuser un peu dans le... Elle dit non, reste à la maison et tout. J'ai dit mais reste à la maison pour faire quoi? Elle dit non, il y a des livres, tu peux lire des livres. J'ai dit mais tous les livres que tu as achetés pour moi, j'ai déjà tout lu. Elle dit mais et les livres de médecine? J'ai dit aïe. Elle dit et les livres de cuisine et les livres de médecine qui sont dans la bibliothèque, faut aller lire ça aussi. Faut susciter l'intérêt. Voilà, j'avais 8 ans et j'ai ouvert les livres de médecine. C'était bien, mais c'est pas ça. Et quand j'ai ouvert les livres de cuisine, alors là, c'était la grande découverte. Ce livre est toujours là d'ailleurs, je le garde précieusement. C'était la grande découverte. Je tombe sur la recette des crêpes. Et puis, je sais pas, je me sens attirée par ça. Je dis, je vais essayer. Au début, c'était des expériences chimiques catastrophiques. Oh là là, j'imagine. Immangeables. Et puis, au fur et à mesure, petit à petit. J'imagine les parents à la maison, mais toujours du gaspillage. Mais ceci. Donc, pour couper court, j'allais moi-même, quand on me donne mes petits 500, mes petits 1000 francs, j'allais moi-même acheter ma farine à la boutique, mes œufs, voilà. Le gaz, je ne pouvais pas payer, mais en tout cas, je faisais mon effort particulier. Donc, les crêpes, c'était une rencontre comme ça. Et puis, finalement, au fur et à mesure, j'ai remarqué que ça rassemblait les gens. Quand, par exemple, j'avais des copines qui devaient venir d'Abidjan, parce que bon, moi, j'étais un peu seule ici, toutes mes copines habitent à Abidjan. J'ai dit, mais venez me voir. J'ai dit, mais essayez de faire des crêpes. Si fait des crêpes, vous venez, non? Et je voyais que ça attirait les gens. Et c'est ce que j'ai aimé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parfaire la technique, jusqu'à ce que, en 2014, à côté de mon stage, j'entreprenne ça. Donc, je devais commencer un stage en comptabilité. Je dis, bon, en attendant, au lieu de rester là, ne rien faire, pourquoi ne pas commencer quelque chose? Donc, j'ai commencé à faire mes crêpes. J'ai mis dans des bacs, j'ai donné un bol à ma cousine, j'avais un bol. Et j'ai dit, on sort, on va vendre des crêpes. Et si tu vends, je te donne une commission. Et c'est comme ça que petit à petit, 2014, 2015, même quand j'étais en stage au plateau, je proposais à mes collègues, je proposais à mon patron. Donc le matin, je me levais un peu tôt, je préparais mes crêpes, je mettais dans mes barquettes. Et puis j'arrive au bureau, tout le monde a sa ration, on me donne mon argent. Et par derrière, je me suis dit, c'est intéressant parce que je prends du plaisir à le faire. Et ça me permet de gagner en autonomie. Donc déjà en stage, j'avais mon argent pour aller au travail, je n'allais pas demander à mes tantes, donnez-moi l'argent. Et j'appréciais en fait cette indépendance-là. Donc c'est comme ça que petit à petit, le projet est né. Et une crêperie aujourd'hui, pourquoi? Parce que on avait déjà la locale qui ne nous servait pas, on va dire ça comme ça. Puis moi j'aime bien ce dicton qui dit, un tien vaut mieux que deux tu auras. Je dis, mais pourquoi ne pas commencer là? C'est sur une voie passante. Et honnêtement, quand je revenais,
Je n'avais pas à cœur de chercher du travail. Ce n'était pas dans mes projections. J'avais prévu prendre une année sabbatique pour réfléchir sur conseil professionnel d'un de mes mentors. Et puis, bon, mon père est décédé, donc c'est vrai que je me suis dit, bon, pour ne pas y penser, broyer du noir, autant faire quelque chose d'un peu ludique. Et puis, c'est dans le ludique, là, on est arrivé où on est arrivé aujourd'hui. Ludique est devenu professionnel. Ludique est devenu professionnel, c'est ça. Très bien. Alors, comme ça, on va dire, on faisait c'était un peu le commerce dans la ville et aujourd'hui on a une structure bien assise. Est-ce que quelque part, c'est pas un grand risque que de proposer que des crêpes? Est-ce qu'au début on se dit, bon, on n'a pas ces appréhensions, est-ce que les gens vont venir? Parce que quand on parle de crêpes, on pense beaucoup plus à la cuisine européenne alors que nous sommes en Afrique. Les gens avec leur aloko, avec la séquée poisson, est-ce que c'est pas toujours évident? Heureusement que, on va dire, le restaurant est situé dans une ville touristique. Donc on a des personnes qui viennent d'ailleurs et tout ça. Mais pour les locaux, comment ça se passe les débuts? Crêperie ici, les gens passent, est-ce qu'ils s'arrêtent? Comment ça s'est fait les débuts? Alors c'était très difficile les débuts. Et deux choses. Donc, quand j'ai fait l'ouverture le 15 septembre, je me suis dit deux choses. Alors la particularité de mes crêpes, c'était que mes crêpes farcies contiennent des garnitures qui soient locales. Et l'idée derrière ce restaurant-là, c'était de faire de la food fusion ou bien de la fusion de culture. Parce que je me sens moi-même fusionnée. Je suis à la fois ivoirienne, j'ai vécu à l'étranger, donc j'ai tout ça en moi. Et j'avais envie de proposer ça aux gens, en fait. Et puis, pour moi, c'est ça la cuisine. C'est des ponts culturels qu'on peut créer. Et souvent, effectivement, les gens viennent avec des a priori ou des appréhensions. Puis je dis non, vous allez goûter la crêpe au choukouya, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quoi, une crêpe au choukouya? Et c'est vrai, au départ, pour ne pas brusquer les gens, parce que j'étais consciente de ça, je me suis dit, je vais proposer les garnitures. Le jour où on a fait l'ouverture, j'ai dit, je propose des garnitures à part, par exemple, juste le choukouya de poulet. Et puis, je propose des crêpes avec les garnitures. Comme ça, les gens peuvent petit à petit, ceux qui ne connaissent pas, peuvent petit à petit s'habituer au goût. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Sur la carte, effectivement, on a rajouté quelques éléments qu'on savait faire aussi, comme par exemple les viandes et les crustacés, qu'on ne trouve pas facilement dans la ville, en tout cas en plein centre-ville. C'est assez délicat, surtout les crustacés. Exactement, c'est assez délicat. C'est difficile d'en manger dans un petit restaurant de quartier, on n'en trouve pas. Et nous, on s'est dit, bon, on peut aussi relever ce challenge-là. Et c'était sur demande aussi des clients, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu peux arriver avec ton idée, mais le marché va invalider ou valider ton idée. Et il faut aussi être à l'écoute de ce marché-là. Donc, on a commencé petit à petit à proposer des pièces de viande grillée, des pièces de gambas, mais tout en restant très focalisé sur les crêpes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est que quelqu'un ne reparte pas d'ici sans avoir goûté une crêpe au cacao, par exemple, une crêpe au riz, une crêpe au gambas avec du riz, une crêpe au choukouya de poulet. L'idée, c'est ça. À la loco, est-ce que vous le faites? Non, je ne fais pas encore de crêpes à la loco. Ça va venir certainement. Mais ça va venir certainement. Donc, c'était ça un peu l'idée de proposer ce pont culturel-là, de dire aux gens, c'est pas, et on l'entend, hein, vous l'avez très bien dit, on l'entend. Ça là, c'est pas manger des blancs. Non, c'est pas fait de manger de blancs seulement. Tout le monde peut manger, tout le monde peut goûter. Et c'est un appel à l'ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde. En fait. Mais les clients ne se plaignent pas souvent du fait que le menu soit assez sélect, que des crêpes. Quelquefois, il y a des personnes, surtout pour des commandes, pour des buffets, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de pièces, peut-être de mini-quiche, de pizza? Est-ce que ça n'arrive pas souvent? Je vais répondre à la question avec grand plaisir. Ça arrive, les gens demandent, mais vous faites autre chose? Je dis non. Par contre, vous avez toute une gamme de crêpes. Vous pouvez choisir. C'est difficile aujourd'hui en Côte d'Ivoire de trouver un traiteur qui ne fait que des crêpes. La réalité, c'est ça. Et souvent en cuisine, on ne peut pas être bon ou excellent dans tout. Donc il faut faire des choix. Même au niveau de la fraîcheur des produits, de la qualité des produits, on est obligé de sélectionner pour qu'on puisse assurer par exemple des stocks qui soient ravitaillés tout le temps. Donc aujourd'hui, vous en avez parlé sur la partie traiteur, parce qu'on fait aussi traiteur. On livre des box de crêpes déjà faites pour les événements. Je dis aux gens, on a des crêpes nature, des crêpes au cacao, des crêpes au café, des crêpes au Nutella, des crêpes à la confiture, des crêpes salées au choukouya de poulet, des crêpes aux gambas, des crêpes forestières avec des lardons, du jambon, des champignons, des crêpes lorraines avec des œufs et du jambon. On a une large variété de crêpes. On a même des crêpes anglaises, on fait des pancakes, on fait des crêpes japonaises, des dorayaki. Tout le monde peut trouver son compte dans les crêpes. Et l'idée, c'est ça. Donc, on essaie aussi de, si je peux me permettre de dire, d'éduquer les gens à ça.
Parce qu'effectivement, souvent les gens disent oui, mais on aimerait. Oui, on dit oui. Dans les mêmes crêpes, là, on peut toujours varier. On peut avoir différentes saveurs. Donc, c'est vraiment ça la conception. Ces crêpes, il y a des cocktails, certainement. Effectivement. Mais en fait, moi, ce que je conseille surtout aux gens, c'est les cocktails, parce qu'on utilise des fruits frais. Ce pas des fruits qui contiennent des conservateurs. Donc, il n'y a pas de conservateurs. Il n'y a pas de conservateurs. Même la viande, les crustacés, je dis aux gens, c'est intéressant à déguster sur place. Ce sont des découvertes culinaires, en fait. Mais je ne peux pas conseiller, par exemple, à quelqu'un de commander une pièce de viande à livrer parce que le temps que ça arrive, la pièce de viande est froide et c'est difficile de manger de la viande froide. Par contre, des crêpes... Ça peut tourner, ça peut tourner. Complications gastriques. Par contre, les crêpes, même quand elles sont froides, on peut les manger. Elles sont passées au feu. Le temps qu'elles tiédissent, qu'elles arrivent, ça reste toujours bon. Donc, c'est une question d'appréciation, de dégustation. Et quand on fait un métier aussi, c'est ça. Il faut pouvoir conseiller la personne qui est en face. Et moi, comme je le dis, je vais dire à quelqu'un, je vous conseille d'emporter vos crêpes. Vous pourrez même les manger demain. Mais le filet de bœuf, ça n'aura plus le même goût. Parce que déjà, vous allez le réchauffer, la cuisson va changer. Donc, je ne conseille pas. Soraya, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Alors, la première difficulté, c'était le personnel. C'était très difficile au début. Vous avez commencé toute seule? J'ai commencé toute seule. C'était très difficile, très difficile parce qu'il fallait faire les courses, il fallait faire la plonge, il fallait faire le service, il fallait faire la cuisine. Il faut tout faire en même temps et physiquement c'était très éprouvant et même on peut dire humainement parce que c'est du don de soi la cuisine. Et dans ce qu'on prépare et dans la manière de recevoir les personnes qui viennent. Avec la variété que vous avez. Exactement. Donc il faut être à l'écoute, il faut proposer les choses aux gens, il faut répondre à leurs questions, il faut répondre à leurs hésitations. C'était très difficile au début. Mais j'avais toujours ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée. Que peut-être quelqu'un ait découvert quelque chose de nouveau. Moi c'est ça l'idée. Combien d'heures de travail par jour? Oh là là, dans les débuts. On peut commencer à 10h, terminer à 20h. Oui, mais c'était beaucoup plus tôt parce que quand tu dois te lever aller faire les courses, à 7h, il faut être debout pour être revenu au plus tard à 9h, commencer à faire ta mise en place. Je pense qu'on était sur des journées de 10h, 12h minimum, quoi, en moyenne. Donc, c'était très éprouvant. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. J'ai une équipe de 3 personnes. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer des personnes parce que je dis toute seule, je ne peux pas apporter cette mission-là moi seule. Et quelque part aussi, moi qui ai étudié l'économie, c'était quelque chose quand je disais je reviens bâtir mon pays. J'étais consciente des chiffres. Quand on nous dit en 2014, on a 25% de taux de chômage en Côte d'Ivoire, tu dis waouh, il y a un quart de la population active qui ne travaille pas en fait, ou alors qui est en dessous du SMIC. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'assoit à l'étranger pour dire le pays ça va pas. Oui, non mais vraiment les gens, ou bien on crée de l'emploi. Et c'était vraiment un désir ardent, très fort. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça se réalise et j'espère que ça va continuer. Comment s'est faite l'acquisition? C'est faite l'acquisition du matériel? Alors, l'acquisition du matériel s'est faite par ce qu'on appelle le love money. Donc, c'est les proches, en fait, quand tu te lances, ils disent « Ah, tiens, un peu d'argent, tu vas faire ton activité, tiens, un peu d'argent. » Ma mère, beaucoup. Je lui dis merci au passage. Puis moi-même, voilà, j'avais quelques petits moyens. Donc, c'est vraiment de la solidarité, du love money, quoi, qui nous ont permis d'acquérir le matériel. Petit prêt de microfinance, pas beaucoup pour terminer les travaux parce que c'était à un moment donné, on n'en pouvait plus. Donc, mais sinon, c'était du love money principalement. Et jusqu'aujourd'hui, ça nous arrive de recevoir des coups de pouce comme ça et ça nous permet de tenir bon. Très bien. Alors, 2019, 2021, bientôt 3 ans d'existence Crêpe A. Est-ce qu'on peut parler du chiffre d'affaires? A-t-il évolué? Est-ce que finalement le commerce des crêpes nourrit son homme? Petit secret, dites-nous. Ça a évolué, ça évolue bien. Et en tout cas, pour moi qui accompagne les entrepreneurs, j'ai la possibilité de comprendre, on va dire, le mécanisme aussi interne de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que les 3 premières années sont très charnières. On a beaucoup évolué entre 2019, 2020 et aujourd'hui. Et pour la petite confidence, au départ même, c'est-à-dire qu'on a eu tellement le succès du départ, donc l'engouement des gens, la curiosité était tellement inattendu que moi je n'avais même pas le temps de faire mes comptes. C'est-à-dire qu'il fallait encaisser l'argent. On n'avait même pas le temps de noter au départ, c'est-à-dire que, et puis tu es seul, mais tu as une personne pour t'aider, donc tu encaisses l'argent, tu fais la monnaie, tu vas faire les courses et puis tu essaies de verser ce que tu peux verser et puis tu acquiers le matériel, donc c'était très bouillonnant la première année.
La deuxième année, on a commencé à stabiliser les choses, donc noter les choses dans un registre, etc. etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, donc on essaie de bien faire les choses. Mais je ne donnerai pas mon chiffre d'affaires mensuel. Mais simplement, je peux dire que j'arrive à payer mes charges, je paye mes employés. Je fais l'économie de mon propre salaire pour des raisons d'investissement. Je préfère investir ce que je gagne, ce qui me revient, moi, dans la crêperie. Mais oui, on peut dire que ça peut nourrir son homme. Ça peut nourrir son homme. Ça nourrit ou ça peut nourrir? Ça peut nourrir son homme. Ça dépend de, comment on va dire ça, des aspirations qu'on a, du style de vie qu'on veut avoir. Ouais. Mais nul n'est sans ignorer que les débuts de l'entrepreneuriat sont difficiles, financièrement parlant. On ne devient pas... Il y a une différence entre entrepreneur et businessman. C'est pas la même chose. On ne devient pas entrepreneur pour être riche. C'est pas ça. C'est pas ça. On devient entrepreneur parce qu'on veut apporter une solution ou une innovation à un besoin ou à un problème. C'est ça la définition de l'entrepreneuriat. Donc, par ricochet, on part du principe que le succès matériel ne peut qu'en découler à un moment ou à un autre. C'est une question de timing. Maintenant, il faut après développer de bonnes aptitudes et de bonnes attitudes, être un bon gestionnaire, prendre de bonnes décisions. Sinon, l'argent là, ça vient. Il ne peut pas me plaindre. L'argent là, on peut demander à ma collègue qui est derrière Hélène. L'argent là, ça vient. On n'a pas de souci pour gérer le day-to-day. On n'a pas de souci pour faire des acquisitions, etc. Mais c'est une question de décision. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Et après, comme je disais, ça dépend du style de vie qu'on veut mener. Si on veut vivre dans un 3 pièces, si on veut vivre dans un 2 pièces, on dira en fonction, mes revenus ne me permettent pas de vivre la vie que je veux vivre. Mais sinon, est-ce qu'on peut vivre une vie décente? Oui, je pense qu'on peut vivre une vie décente. C'est déjà important. Soraya, la vie en communauté vous a enseigné beaucoup de bonnes choses. Tout à fait. Outre les ateliers de cuisine qui venaient parfumer vos journées d'études, vous avez appris la convivialité et le vivre ensemble. C'est certainement de cela qu'est partie la manifestation de l'intérêt pour les autres. Donc, au-delà de la cuisine, vous accompagnez les entrepreneurs à implémenter et consolider leurs projets. Cela ne se fait pas gracieusement, certes, mais il faut vraiment le don de soi. Il faut aimer la chose pour pouvoir accompagner ces personnes. Alors, comment les choses ont commencé? Alors, les choses ont commencé... Ça a commencé par une prière. Moi, mes affaires, là, ça commence toujours par la prière. J'ai visité un incubateur pour la première fois en 2016. C'était à Lille. Je faisais mon Master 1, justement, en analyse financière. Et puis j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Je voyais des grosses boîtes, des petites boîtes qui étaient toutes dans un même bâtiment. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges, de partage cognitif. Et j'ai dit, mais attends, c'est extraordinaire. Et j'ai demandé au directeur de l'incubateur, j'ai dit, mais comment on fait pour devenir directeur d'un incubateur? Comment on travaille dans un incubateur? Enfin, comment ça se fait? C'est trop bien, c'est génial. C'était pour les jeunes, tout le monde. C'était pour tout le monde en fait. Mais effectivement, il y avait une grosse incitation des jeunes à se lancer à l'entrepreneuriat en France à cette époque-là. Mais il y avait tout le monde, tout type d'entreprise, des neurochercheurs, de la biotechnologie, etc. Et puis il m'a dit, moi ça m'est un peu tombé dessus comme ça, mais... ce que je peux te dire, c'est comment devenir un bon entrepreneur. Trouve un problème, trouve un besoin et comble ce besoin-là ou trouve une solution à ce problème-là. Et puis j'ai dit, bon, d'accord. Et puis c'est resté comme ça. Et j'ai ouvert le restaurant, moi, en 2019, comme je disais. Et la même année, quand je suis rentrée, j'ai des amis donc, qui étaient au Sénégal. Ils sont toujours au Sénégal d'ailleurs, qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais... on a vu que tu es rentrée, on aimerait bien... Le marché ivoirien, on nous a dit que ça marche plutôt bien. Tu peux nous donner des conseils, des avis, comment tu vois la chose? Et c'est de là qu'est partie en fait une collaboration. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec eux pendant 1 an pratiquement, à temps plein, et de faire de l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est comme ça en fait que j'ai eu ma chance de me lancer là-dedans. Avec des amis, c'était plus des grands frères qui étaient à Grenoble aussi en même temps que moi, mais qui étaient plus grands donc dans d'autres filières, dans d'autres... Et puis on a eu l'opportunité, je dirais la chance, de travailler ensemble sur des projets sérieux quand même au Sénégal. Et puis voilà, aujourd'hui je donne des formations aux cacaoculteurs par exemple. Donc j'ai aussi des personnes qui m'ont tendu la main ici, qui m'ont dit écoute, est-ce que tu peux nous aider? On doit former telle ou telle personne. Donc c'est comme ça que mon parcours dans l'accompagnement d'entrepreneurs s'est fait. Alors Soraya aujourd'hui a un cabinet ou bien le cabinet il est mobile qui se fait avec le cabinet est mobile. Avec le téléphone portable. Le cabinet est mobile, le cabinet est mobile. Et c'est vrai que moi comment on dit ça?
Pas plus tard que ce matin encore, j'ai une tante qui me disait, mais il faut ouvrir le cabinet, on attend le cabinet et tout ça. J'ai dit, l'heure du cabinet va venir. Mais déjà, je suis à mesure de donner des conseils, d'accompagner des personnes. Donc, s'il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont besoin, enfin, je suis disponible pour les aider. Effectivement, ça ne se fait pas gratuitement parce qu'il faut bien que Crêpe Art grandisse et que je puisse payer le carburant pour aller faire de l'accompagnement aussi. Mais voilà, le projet, par exemple, pour la rentrée, c'est... J'aimerais en tout cas parfaire ces compétences-là et donner, on va dire, à un plus large nombre de personnes l'accès à ces connaissances-là ou à mon expérience à travers l'enseignement. Donc, les projets de Soraya pour 2021, on va dire 2021-2022, année académique, c'est de pouvoir enseigner. Donc, c'est là, je pense, dans des établissements supérieurs, effectivement. Donc, c'est ça. C'est ça l'idée. Donc, ce qui voudrait dire que Crêpe Art ne va jamais devenir buffet art. On va juste se contenter des crêpes. Il n'y aura pas demain on va dire, méchoui de poulet, de mouton et tout ça. C'est tout. Ah, on va agrandir ou bien on va avoir un autre restaurant spécialisé dans ce genre de choses. Sinon, Crêpe Art reste Crêpe Art. Voilà, c'est Crêpe Art. On peut avoir des crêpes au méchoui de poulet, ou on peut avoir des crêpes au méchoui de... D'ailleurs, je fais des tests des fois et des expérimentations. Des crêpes au mouton, c'est très bon. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ça parce que l'idée qu'il y a derrière, comme je disais tout à l'heure, crêpes au café, crêpes au cacao, crêpes au chocolat, c'est de valoriser et de magnifier, on va dire, à travers la food fusion, les produits qu'on a ici. Je parlais tout à l'heure de la crêpe au gambas avec de la farine de riz locale. Donc aujourd'hui, on essaie en tout cas de s'orienter de plus en plus vers des recettes qui sont inspirées d'ailleurs. Effectivement, la crêpe, c'est français, on le sait. D'ailleurs, on en trouve aussi ailleurs, en Angleterre ou en Asie. Mais c'est vraiment de pouvoir mettre en avant nos produits, nos farines locales. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais je suis là, on n'en trouve partout, c'est pas compliqué. Mais combien de personnes peuvent proposer une crêpe à base de farine de riz, une crêpe à base de farine de maïs, une crêpe à base de farine de mil et tout type de crêpes en tout cas qui puissent être faites avec des produits locaux. Et puis il faut encourager la transformation de produits locaux. Aujourd'hui on dit qu'il faut industrialiser, semi-industrialiser nos productions, notamment la poudre de cacao. Mais qui va consommer ça? Donc si on ne met pas ça dans les crêpes, on fait quoi? Donc c'est un peu ça l'idée. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'expérimentation à faire, beaucoup de découvertes à faire, que ça soit en livraison pour des événements, donc en traiteur, ou que ça soit sur place ici à déguster. On a encore un long chemin d'expérimentation à faire. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là avec des jeunes filles, par exemple, pour les aider, peut-être ateliers de crêpes art, pour permettre à ces derniers-là de s'y intéresser véritablement, en faire un commerce, pourquoi pas? C'est une idée que vous proposez, que vous émettez. Je n'y ai pas nécessairement pensé dans ces termes-là, mais c'est vrai que j'ai dit quand on aura peut-être un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de restaurants, l'idée peut être très intéressante de faire des ateliers de formation culinaire parce que de manière générale, même la ménagère souvent en Côte d'Ivoire, on le sait, et pas qu'en Côte d'Ivoire même, un petit peu partout dans le monde, souvent est limitée dans ses inspirations culinaires. Je ne sais même pas quoi préparer aujourd'hui là. Et l'idée, c'est ça. On a tout mangé. On a tout mangé, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger de nouveau? Aujourd'hui, dans certains pays, on commence à chercher à manger les insectes. Bon, nous, on mangeait déjà les insectes ici. Mais c'est pour dire que la soif de découverte, elle est innée chez chacun d'entre nous. Et je trouve que l'art culinaire, le fait de manger, de déguster, c'est quelque chose de beau, de quotidien, qui n'a pas nécessairement à être redondant. Donc, l'idée, c'est ça. Demain, si j'ai l'occasion, je me ferai un plaisir de faire des ateliers avec des personnes, quelle que soit la finalité en tout cas de l'atelier pour elles, pour les aider à avoir plus d'inspiration et puis à essayer plus de choses. Très bien. Jeune femme, belle, brillante, entreprenante, sociable, certainement croyante. Rassurez-nous, quel est votre engagement religieux? Effectivement, je suis croyante. Je l'ai dit quand j'ai expliqué un petit peu mon parcours. J'ai chanté à la chorale. J'ai été dans la jeunesse mariale quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait beaucoup de retraites spirituelles jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je reste attachée à ma foi chrétienne, à ma foi catholique. Pour être totalement transparente, c'est vrai que quand on est dans des métiers comme ça de restauration, c'est très prenant et on est un peu à contre-courant. C'est-à-dire que par exemple, après la messe, les gens viennent manger. Donc, il y a eu des moments où il a fallu faire un arbitrage. Je ferme le restaurant pour partir à l'église, par exemple, le dimanche matin.
et j'ouvre à 14 heures, ou bien je fais l'impasse sur un dimanche par exemple, ou bien je fais... Et au début, c'était très, très difficile pour moi. Aujourd'hui, je trouve un équilibre aussi grâce à mes équipes qui sont avec moi, qui me permettent de tenir la barque. Et puis, on essaie chacun et chacune de trouver son équilibre. Donc, croyante, oui. Pratiquante, oui. Il n'y a que Dieu qui fait toutes choses. Très bien. Alors, conseil aux entrepreneurs, aux potentiels entrepreneurs, surtout aux plus jeunes qui nous regardent. Conseil aux entrepreneurs. Alors, c'est déjà de croire en la vision qu'on reçoit. Parce que moi, je reste convaincue de ça. C'est pas moi qui ai choisi les crêpes, ce sont les crêpes qui m'ont choisi. Et je dirais, c'est pas les crêpes qui m'ont choisi, c'est Dieu qui a dit que j'allais faire ça. C'est ma conviction la plus ferme. Donc, c'est quand on reçoit une vision, quand on reçoit un appel, c'est y croire. Et je peux vous dire que l'environnement n'est pas toujours favorable. L'environnement n'est souvent pas favorable. Souvent, ça peut venir des proches qui ont des intentions bienveillantes, qui vont vous dire oui, non, mais avec tes gros diplômes. Les gros diplômes, ce ne sont que des diplômes de toutes les manières. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde actuel, c'est pas parce qu'on a fait des études, par exemple en économie, qu'on va forcément être économiste. L'économie, c'est tous les jours, c'est le quotidien, c'est l'organisation des ressources, des biens, des personnes, etc. Donc, il ne faut pas être figé, croire en sa vision, ne pas être figé, être flexible et puis confier tout ce qu'on fait à Dieu parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et il nous parle, hein. Dieu il nous parle, il parle à tout le monde en fait. Il faut être disposé pour l'écouter et puis il faut croire, il faut avoir confiance. Et la dernière chose que je dirais, c'est le parcours d'entrepreneur. Quand on commence à le regarder avec des yeux, je dirais, humains, c'est très effrayant, c'est très incertain. Je dis, mais je n'ai pas d'assurance maladie, par exemple, bien, je n'ai même pas de voiture, bien, et toutes les possibilités sont là. Je pourrais aller travailler à tel endroit, je pourrais faire si je pourrais. Mais la vision qu'on t'a confiée là, si tu le laisses pour aller faire autre chose, qui va faire? C'est ça la réalité. Donc il faut demander à Dieu de nous éclairer quand on est perdu. Il répond toujours. Il répond toujours. Et puis voilà, croire. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Chacun a son étoile, comme on dit chez nous ici. Chacun a sa destinée. Il faut demander à Dieu de nous aider à discerner ce pourquoi on est fait. Très bien. Soraya, c'est avec ces mots que nous allons boucler la première articulation de cette émission. Et bien dans quelques instants, nous allons avoir l'instant de l'invité où l'invité a le droit de tout faire. Et voilà, ça sera dans la deuxième articulation. Dans cette deuxième articulation, Soraya a décidé de nous chanter quelque chose. De quoi s'agit-il? Quel est le titre? Bob Marley, Redemption Song. La chanson de la rédemption. D'accord. Nous sommes curieux de parce qu'il y a Dieu dedans. Oui, ils disent il y a Dieu dans cette chanson-là. D'accord. Nous sommes toutes oui. D'accord. Oh, pirates, yes, they roll by, sold I to the merchant ship. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, the songs of freedom. C'est fini. Oh, merci, bravo. Quelle performance. Merci beaucoup. Bah, il va falloir retourner à la chorale. Hein. Tu as vu, non? Tu as vu, hein? Tout à fait, tout à fait. Et voilà, Soraya, le temps qui nous était imparti pour cette émission touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir accepté de vous ouvrir à nous, de partager vos expériences, faire connaître votre parcours à tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Surtout de savourer ce présent succès, continuer de vivre votre passion parce que sans la passion, on ne peut rien accomplir, n'est-ce pas? Tout à fait. Quant à vous, chers téléspectateurs, chers privilégiés, sachez une chose, vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas.
Cette émission est terminée. Merci pour votre aimable attention. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro de C'est encore possible. Mais avant, n'hésitez pas de vous abonner à nos différentes plateformes YouTube et Facebook en tapant Ecclesia TV Côte d'Ivoire et aussi télécharger l'application mobile à partir de Play Store. C'est encore possible. L'espoir renaît toujours. À bientôt. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé.